Multipropriété, investisseurs étrangers, joueurs recrutés dès 15 ans, perte d'identité locale et nationale, marchandisation extrême. Est-ce que la mondialisation tue le foot? Est-ce qu'on ne serait pas en train de perdre ce sport? Existe-t-il des solutions pour le sauver? C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui en parlant du moment qui a changé le football. Here's Hogg! Deeney! Comment ne pas mentionner dès le départ un point de bascule dans le foot qui a vraiment changé le visage de ce sport, l'arrêt Bosman. Jusqu'à la saison 96-97, les clubs étaient limités à 3 joueurs européens étrangers, ce qui obligeait forcément les clubs à se consacrer très largement à la formation de joueurs locaux, donc on avait une vraie identité de club et à laquelle les supporters pouvaient se retrouver. Et ça obligeait aussi les clubs à s'appliquer très sérieusement sur le recrutement de joueurs étrangers, compatibilité, niveau, adaptation et montant du transfert, parce qu'avec seulement 3 places pour les étrangers dans votre club, si vous vous trompez, vous gaspillez une grosse cartouche. Dans les années 80 et 90, le football prenait déjà une ampleur plus importante et de plus en plus de clubs jouissaient de cette limite au maximum pour accaparer des talents qu'ils n'avaient pas dans leur pays. Comme on le voit sur ce graphique, l'arrêt Bosman a fait exploser le pourcentage d'étrangers dans les 5 grands championnats européens et qui n'a cessé de grossir après. Des restrictions sont toujours présentes dans ces championnats, mais les intentions ont changé. Si au départ c'était pour favoriser le développement local, aujourd'hui c'est pour le protéger. Là où avant ces restrictions permettaient de mettre en avant ce savoir-faire de la formation et récompenser une vision à long terme, un travail de fond de la part de tout le club depuis les plus petites catégories, aujourd'hui elles permettent de sauver certains clubs de la mauvaise gestion, surtout sur le plan économique, et de garder une certaine forme d'indépendance sans devoir constamment dépenser des millions sur le marché. Alors il y a deux destins pour les joueurs concernés, à commencer par les joueurs locaux qui sont beaucoup plus mis en concurrence par ce changement radical. Je vais extrapoler exprès, mais là où par exemple sur les 25 joueurs d'une équipe U19, presque 10 pouvaient espérer débuter en pro dans leur club, aujourd'hui il y a au maximum que les 3-4 meilleurs qui pourront peut-être y arriver, et s'ils ne sont pas au niveau, ils seront aussitôt remplacés par d'autres. De l'autre côté, c'est un avantage pour les joueurs étrangers. C'est la possibilité pour n'importe quel jeune talent africain, sud-américain, asiatique ou même européen de pouvoir signer dans un grand club pour espérer percer sans être dérangé par le quota. Donc on a quand même une porte qui a été ouverte et qui permet à n'importe quel crack du monde entier de pouvoir faire valoir son talent. Parce que là où avant il y avait la place que pour les 100 meilleurs talents étrangers dans le football européen, aujourd'hui le nombre est même pas calculable et le moindre joueur qui montre son potentiel peut directement avoir sa place dans un des top championnats. Il y a quand même du positif dans tout ça, c'est que le gagnant de l'équation, c'est le jeu. Au lieu d'avoir des joueurs moyens plus partout en conséquence des restrictions, on en est arrivé à une augmentation du niveau des joueurs. Ça a énormément centralisé les prodiges au sein de même championnat, voire de même club, ce qui est un point de vue du jeu bénéfique puisque ça a rendu les compétitions plus intéressantes et par exemple la Ligue des Champions ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans cet arrêt. Même le foot dans son ensemble, l'effet papillon est clair. Plus de bons joueurs, donc plus de bonnes équipes, donc plus de gros matchs, donc plus de consommation par les fans. Mais cette course au moindre bons joueurs pousse les clubs à recruter très voire trop rapidement et donc se tromper sur certains d'entre eux, ce qui abaisse légèrement le niveau et n'a que très peu de conséquences pour les clubs parce qu'il y a tellement d'argent qui vole partout qu'aujourd'hui, même de gros transferts ratés n'ont pas de conséquences du même acabit. Mais ce spectacle mondial, il a aussi un prix pour les fans, mais pas que. Comme tout marché en expansion, ces différentes évolutions ont permis au foot d'avoir une plus grande visibilité. Différents diffuseurs, plus de chaînes, l'offre a répondu à la demande croissante de ce sport. Et les grandes instances du football aussi ont suivi le même chemin en ajoutant des matchs et événements, des compétitions avec plus d'équipes comme l'Euro, la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, etc. Les sponsors ont été la dernière dynamique à s'ajouter à l'équation. Et tout ça combiné à un intérêt toujours plus croissant des fans de foot, mais également des personnes qui ne suivaient pas ce sport, a créé un écosystème extrêmement puissant qui génère des milliards d'euros et dépasse très largement le seul cadre du terrain et du football. La majorité des clubs européens, fin du 19e, début du 20e siècle, ont été fondés comme des associations sportives. Leur but premier, jouer au foot, fédérer une communauté, participer aux compétitions, c'était donc des associations à but non lucratif, ce qui faisait du football une activité sociale. Avec la professionnalisation du sport, certains clubs voulaient déjà rémunérer des joueurs. Mais la logique de profit est arrivée beaucoup plus tard, surtout fin du 20e siècle, quand des investisseurs privés et des États ont commencé à acheter des clubs, et ce qui a été accéléré avec ce fameux arrêt Bosman. Et même si on ne va pas empêcher ceux qui ont de l'argent d'investir dans ce qu'ils veulent, c'est quand même l'une des causes qui a tué la compétitivité. Par conséquent, tout est devenu actif financier, à commencer par les plus grandes valeurs marchandes, les joueurs. Là où avant changer de club relevait plus d'une situation minoritaire, aujourd'hui on a complètement basculé à l'extrême opposé. Les joueurs sont trimballés de club en club et les clubs eux-mêmes effectuent aujourd'hui un nombre considérable de mouvements sur le marché parce que le foot va tellement vite aujourd'hui que le besoin de joueurs doit être comblé immédiatement et la solution la plus facile, c'est l'achat. Je parlais d'actifs financiers et je vais un peu corroborer avec les différents propos que j'ai évoqués depuis le début. En fait, on est passé sur une sorte de déshumanisation des joueurs. C'est-à-dire que beaucoup de joueurs, et notamment des jeunes, sont achetés et si ça ne marche pas immédiatement, ils sont soit placardisés ou envoyés dans des basses divisions.
l'aspect de la considération de l'homme ou la femme derrière le joueur disparaît de plus en plus. Si certains clubs continuent de prendre le temps de s'assurer que ça va bien matcher avec le coach, les coéquipiers, le pays, la ville, le train de vie, si le manque de sa famille et de ses proches ne va pas trop lui peser, beaucoup d'autres n'en ont rien à faire parce qu'ils savent qu'ils pourront s'en débarrasser et ça brise des carrières, des rêves et tout ça dans l'anonymat. Alors reprenons certains points évoqués juste avant et surtout les conséquences. Cette visibilité exponentielle a un prix, surtout pour les fans et les supporters. Quasiment plus aucune compétition en clair, même les événements internationaux, une multitude de diffuseurs au prix exorbitant, atteignant il y a quelques années plus de 100 € par mois pour regarder les 5 grands championnats et les compétitions européennes. Sans parler des prix des places qui ont complètement explosé. Par exemple moi, le premier match de Ligue 1 auquel j'ai assisté, la place coûtait 8 €. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible de voir un match de Ligue 1 pour moins de 25 €. L'augmentation des prix pour un sport qui était populaire, accessible à tous, a amené une gentrification des stades où les matchs de football sont devenus the place to be, surtout pour des personnes qui ne suivent pas le foot mais qui ont les moyens de venir et qui viennent simplement pour dire qu'ils y étaient, finir sur des posts Instagram alors qu'au fond ils s'en fichent du foot. Donc l'âme des stades où se rassemblaient des gens de tout horizon pour qui venir voir leur équipe était une éclaircie dans leur quotidien, de se sentir vivre en venant supporter leur club, se voit perdre son poumon et voit ses artères, les supporters, se faire mettre petit à petit à la porte. Ajoutons à cela la multipropriété qui est en train de gangréner le football avec des pratiques inégalitaires voire suspicieuses dans certains cas, et peut-être le dernier coup de massue qui vient sceller la cassure entre les fans de toujours et leur sport bien aimé, et ça ne peut être que compréhensible. Alors avant toute chose, je vous mens pas que je me suis pas penché depuis des années sur la question. Tout ce que je vais dire n'est qu'une liste d'idées qui serait à approfondir pour savoir si c'est faisable ou non. Rien n'est gravé dans le marbre, donc ma réflexion peut évoluer avec le temps. D'ailleurs j'aimerais bien connaître vos avis, donc n'hésitez pas à les donner en commentaire. Pour commencer, je m'attaquerai à ce qui serait le moins contournable si je puis dire, la multipropriété. Déjà commencer par interdire qu'une personne ait la quelconque possibilité d'agir pour plusieurs clubs. Alors deux amis peuvent prendre un club différent et quand même faire leurs affaires. J'accentuerai cette règle en limitant le nombre de transferts entre deux mêmes clubs pour éviter les dérives. Et j'irai même encore plus loin, pourquoi ne pas s'inspirer du modèle allemand et son 50+1? C'est un système démocratique qui permet aux supporters, réunis dans l'association du club, de garder au moins 51% des droits de vote, en décidant qui est aux manettes et a son mot à dire sur les décisions prises, tout en autorisant l'arrivée d'investisseurs minoritaires pour avoir des fonds. Le résultat, c'est qu'aucun investisseur extérieur ne peut avoir le contrôle total et utiliser le club dans ses propres intérêts personnels. C'est donc du contrôle, de la fiabilité, un club à leur image, en gardant cette identité locale. Sur la question financière, c'est assez épineux, et voilà quelques pistes que je peux suggérer. Imposer un salary cap, pas seulement par championnat, mais par exemple dans tous les championnats européens. Parce que si par exemple l'APL n'est pas limitée, le déséquilibre se fera entre ce championnat et les autres. Ça limiterait les écarts, ça favoriserait la compétition et ça évitera de voir le football imploser. On peut également augmenter le pourcentage des montants de transferts reversés au club formateur du joueur en question. Ça répartirait un peu plus l'argent et ça permettrait aux petits clubs d'avoir une meilleure récompense de leur travail pour leur développement. Dans la même idée, il faudrait peut-être renforcer les restrictions sur le nombre de joueurs formés localement, soit dans l'effectif pour la saison, soit par match. Ça relancerait ou augmenterait les investissements locaux et ça donnerait une solution de plus aux petits clubs pour se développer. Et au niveau professionnel ou européen, on pourrait également donner plus de place aux équipes de championnat mineurs pour l'Europa League et la Ligue des Champions. Au lieu d'avoir 5 équipes anglaises, espagnoles, italiennes en Ligue des Champions, on devrait arrêter de faire passer 357 tours qualificatifs aux clubs chypriotes, slovaques ou autres nationalités mineures. On pourrait aussi transposer le salary cap sur les prix des abonnements. Étant donné que c'est la Ligue qui décide à qui elle vend ses droits et combien, elle pourrait imposer la limite des prix d'abonnement mais également le nombre de diffuseurs, ce qui serait moins d'obstacles pour les supporters et fans de football. De même pour les prix des places de match, on devrait pouvoir limiter les tarifs pour ne pas discriminer ceux qui ne peuvent pas se permettre de lâcher 150 € pour un seul match, et même si ça fait partie de l'économie, ça reste à voir si c'est le rôle des instances ou des clubs de mettre en place cette réforme-là. Voilà le paradoxe dans lequel est le football. Ce sport populaire ne l'est plus et en même temps, limiter, restreindre, interdire sont aussi contre les valeurs de ce sport qui n'est pas censé se baser sur autre chose que le terrain. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu et si c'est le cas, je te laisse liker, partager, commenter. C'est important pour la chaîne et surtout donne-moi ton avis en commentaire. Est-ce que tu fais le même constat que moi? Est-ce que tu as des solutions à soumettre? Des idées pour améliorer ou sauver notre sport? Je te laisse écrire tout ça dans les commentaires. Je te mets aussi tous les réseaux sociaux juste ici. N'hésite pas à venir me suivre, tous les liens sont dans la description. Sur ce, prenez soin de vous et n'oubliez jamais, le foot avec les pieds, c'est bien, mais avec la tête, c'est mieux.